Otep les Kémites, Otep les Kamites, Otep les Panafricains, Otep les Afrocentristes. Je viens dans cette vidéo pour remercier tous nos abonnés, tous ceux qui sont abonnés, qui ont partagé et commenté sur cette plateforme d'Afrocentrique Média. Nous allons continuer de grandir. Abonnez-vous, cliquez sur la notification, partagez ces vidéos pour qu'on puisse s'édifier les uns les autres. Mais je veux déjà dire merci à tous les abonnés qui nous ont permis de franchir déjà le premier cap de 1000 abonnés. Nous leur disons bravo et merci beaucoup. Partagez les vidéos pour qu'on puisse s'édifier et qu'on puisse nourrir les échanges. Dans cette vidéo, je vais également faire un point sur les questions d'afrocentrisme, les questions de panafricanisme et les questions de kémitisme. C'est important. Mais il faut retenir que dans l'ordre, il y a le panafricanisme qui vient avant et qui est suivi du kémitisme, et enfin on a l'afrocentrisme. Ça, c'est une démarche historique et comment elle s'est construite. Mais sur le plan géographique, le panafricanisme a commencé hors du continent africain. Il a commencé précisément dans les pays d'Amérique latine, notamment dans les Antilles, à Haïti avec Antonin Firmin et aux États-Unis avec les Dubois. Donc c'est dans les Caraïbes, dans les pays d'Amérique du Nord, des Antilles, que le panafricanisme a commencé. Et il avait pour but de créer un lien avec l'Afrique. Et c'est dans ce lien que des livres ont été écrits et que les Africains s'en ont édifié et ont pensé qu'il fallait continuer dans le même sens. Donc ça, c'est le sens du panafricanisme. Mais comment est-ce que ça, c'est du plan géographique? Et c'est depuis le milieu des années 90, depuis la décennie 90, que le panafricanisme a commencé à effectivement prendre corps sur le continent africain et s'est développé avec les réseaux sociaux, et qu'on en parle davantage aujourd'hui du panafricanisme sur le continent africain. Donc cette vision géographique du panafricanisme qui a commencé aux États-Unis, qui a commencé dans les territoires américains, avait pour but de se connecter à l'Afrique et de pouvoir émanciper la race noire à travers la planète. Et la connexion avec l'Afrique a pris du temps, mais finalement, elle a abouti. Et les Africains ont pris conscience de cela et se sont mis également à se construire ou à développer cette idéologie de panafricanisme. Et aujourd'hui, on a des figures du panafricanisme à travers le monde, à travers toute l'Afrique. Et il y a beaucoup de courants ou de tendances qui se tirent à propos du panafricanisme. Mais déjà, d'un point de vue académique, comme je l'ai montré, les origines d'un point de vue historique et d'un point de vue géographique, déjà, aujourd'hui, l'état du panafricanisme pose un problème. Parce que, d'abord, c'est une question essentiellement africaine. Et quand on parle de questions essentiellement africaines, il faut comprendre, c'est d'abord ceux qui sont sur le continent, l'Afrique. Ensuite, c'est d'abord ceux qui sont dans la diaspora. Donc, comment est-ce qu'ils perçoivent ces différentes tendances? Comment ces différentes tendances se déploient? Vous allez vous rendre compte que il y a toujours, concernant l'Afrique, une double tendance. La première tendance, c'est celle qu'on apprend à l'école, les livres, et elle est des Européens, et qui a englué l'esprit de certains Africains qui pensent comme les Européens et qui vont toujours dénigrer ou réduire le panafricanisme au racisme. Voilà la première tendance qui est, et c'est ça qu'on retrouve dans les livres où on vous décrit comment l'histoire du panafricanisme, et on sélectionne ceux des auteurs qui ont parlé du panafricanisme, mais à la guise des Européens ou à la guise des autres peuples, pour leur montrer que c'est un mouvement inutile. Ben, maintenant, de l'autre côté, on a le panafricanisme qui est né ou dont les Africains, ce sont les Africains de l'Afrique, se sont appropriés le panafricanisme pour essayer de développer leur idéologie, pour essayer de rendre la souveraineté au peuple noir, aux États africains, les unifier sous une seule bannière. Et depuis peu, vous voyez donc qu'il y a le drapeau. Avant, on voyait le drapeau de l'Éthiopie avec Bob Marley qui étaient les emblèmes du panafricanisme. Mais depuis, on voit maintenant un drapeau rouge, noir et vert qui peuvent être alternés soit verticalement, soit horizontalement, ou qui peuvent prendre différentes formes. Mais ces couleurs déjà de noir, rouge et vert sont le symbole donc du panafricanisme, et les États les utilisent de différentes façons pour illustrer leurs symboles. Donc voilà comment est-ce que le panafricanisme est en train de prendre corps en Afrique.
Mais parmi les figures les plus marquantes du panafricanisme aujourd'hui en Afrique, nous allons vous rappeler, on va se rappeler que la première personne qui a parlé du panafricanisme au sens propre du terme et qui est méconnue parce que cette approche ne sied pas aux Européens, c'est bien Antonov Firmin. Oui, Antonov Firmin, l'haïtien, est celui qui a précédé ou qui a parlé du panafricanisme en retournant aux sources même historiques de l'Afrique et voyant toutes les prouesses et les choses positives que les Noirs ont fait dans l'histoire. C'est Antonov Firmin. Dans les années 60, cela s'est développé, mais les Occidentaux ont dû taire ce courant ou cet auteur qu'on n'étudie pas à l'école ou qu'on ne voit pas sur les médias. C'est par la suite, dans les années 70, pendant la conférence du Caire en 1974, que Cheikh Anta Diop est sorti, a fait une sortie avec son équipe et a posé clairement le problème de l'antériorité nègre dans les civilisations égyptiennes, de la civilisation de la vallée du Nil, la civilisation africaine, et ce que les Africains ont fait tout au cours de l'histoire et dans la civilisation humaine. Donc, après Cheikh Anta Diop, pour aller dans une démarche historique, on a retrouvé également quelqu'un qui est très en verve aujourd'hui. Il s'appelle Banda Kani. Oui, Banda Kani est un autodidacte qui, depuis les années 90, après Cheikh Anta Diop, porte encore sur les médias et dans des débats la question du panafricanisme et essaie de lui donner beaucoup plus d'orientation, une orientation beaucoup plus fine et plus prosaïque sur les questions de panafricanisme. À côté de lui, on a un jeune frère qui s'appelle Kémy Séba, qui est aussi engagé dans la lutte du panafricanisme. Tous ces auteurs que nous vous citons là, Antonov Firmin, Cheikh Anta Diop, Banda Kani, nous avons le professeur Rémi Gorès, nous avons également tout récemment, nous avons Kalala Omotunde. Toutes ces figures se sont appuyées sur l'Afrique, sont entrées dans l'histoire et définissent de façon plus claire les questions de panafricanisme. Pour sentir qu'ils vont dans le sens vrai et positif, ils sont essentiellement combattus par les Européens ou par ceux qui sont de l'instruction européenne et qui ne pensent pas à une antériorité nègre dans la civilisation humaine. Donc, si vous avez bien compris cet aspect du panafricanisme, les deux aspects du panafricanisme d'un point de vue occidental et d'un point de vue des Africains par les Africains eux-mêmes, mettez-nous des pouces ou nous laissez-nous des commentaires et nous allons également faire d'autres vidéos sur l'afrocentrisme, les figures marquantes de l'afrocentrisme également, ainsi que sur le kémitisme. Nous allons revenir. Mais cette vidéo était essentiellement centrée sur le panafricanisme, les tendances européennes et académiques les plus difficiles sur les réseaux sociaux, et puis une tendance africaine qui est plus originale, fondée sur les qualités propres des Africains et la direction vers où on va. Parce que Cheikh Anta Diop disait, il invite les Africains à s'armer de science jusqu'aux dents. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de nous mettre des pouces, de vous abonner et surtout de partager cette vidéo. Merci et à bientôt.